Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le décryptage du jour. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Les autorités nigériennes offusquées par, selon elles, l'attitude du secrétaire général des Nations Unies contre le dirigeant du CNSP, le conseil qui dirige le pays, est non reconnu par l'Organisation des Nations Unies. La question tout de suite, pourquoi le régime militaire s'en prend-il au chef de l'ONU? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est le secrétaire général lui-même des Nations Unies qui est directement responsable de ce qui leur arrive? Ou bien est-ce que c'est cette crise nigérienne qui ne semble pas être totalement dénouée qui a mis les Nations Unies un peu dans une situation où on ne sait plus à qui s'adresser en parlant du Niger, puisque les Nations Unies se sont retrouvées avec deux Niger. Un Niger Bazoum, un Niger Tiani, et tout le monde voulait prendre la parole parce que la tribune des Nations Unies intéresse particulièrement ceux qui ont fait des coups d'État pour venir faire des déclarations fortes. Mais le Mali s'est aussi fait porte-parole du Niger dans son discours. Oui, puisqu'il y a une certaine relation qui se renforce entre les pays à partir du moment où il était clair que le représentant du pouvoir militaire nigérien ne va pas prendre la parole. Mais il était possible par stratégie de faire passer ne serait-ce que quelques messages par le Mali ou bien par le Burkina. Ça aurait pu être également le Burkina puisque les trois pays sont en train de se rassembler avec cette alliance des États du Sahel. Mais le Niger, de façon officielle, n'a pas pu prendre la parole au niveau des Nations Unies et ça semblait choquer, c'est comme ça qu'il faut l'appeler certainement, la junte qui est au pouvoir. Justement, est-ce que Antonio Guterres aurait-il pu faire un obstacle à la prise de parole du représentant du Niger selon le CNSP? Donc, quand vous regardez la façon dont s'organise l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général, c'est la première personne, ce n'est pas lui qui distribue les paroles, ce n'est pas lui qui gère le temps, etc. Certainement, il a été saisi du fait que, attendez, il y a le Niger Bazoum, il y a le Niger Tiani, tous veulent prendre la parole. Mais aux Nations Unies, quand ça se fait, il y a une commission de vérification des pouvoirs, puisqu'il faut qu'on s'assure que la personne est la personne attitrée pour pouvoir prendre la parole au nom de son pays. Et c'est de là-bas que les gens ont décidé que, bon, on ne donnera pas la parole au Niger, puisque, en fait, les Nations Unies ont plutôt voulu ne pas se mettre d'un côté ou de l'autre, même si finalement on les accuse de s'être mis de l'autre côté. Et ça fait que, effectivement, imaginez aux Nations Unies qu'on donne la parole à deux Nigériens qui viennent tenir un discours contradictoire sur le même Niger, ben, même pour l'image des Nations Unies, ça ferait plutôt bizarre. Et lors de cette assemblée générale, le régime militaire au pouvoir a envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, qui était avant le coup d'État du 26 juillet, le représentant du Niger à l'ONU. Tout à fait. Mais les statuts ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas confondre les choses. En tant que représentant du Niger à l'ONU... En même temps, il a connaissance du fonctionnement de la machine onusienne. Oui, mais on dirait que ceux de Bazoum connaissent mieux le fonctionnement parce que c'est eux qui sont venus gripper la machine du régime militaire, de sorte que finalement, ils n'ont pas pu prendre la parole malgré quelqu'un qui venait des Nations Unies, qui est en même temps ministre des Affaires étrangères, mais qui, malgré les efforts qui ont été faits, n'a pas été capable de prendre la parole. Même un peu avant, dans la presse, vous avez senti cela. On se posait la question, qui prendra la parole au nom du Niger, puisque dans les coulisses, on avait vu les deux groupes, chacun s'activer, faire du lobbying pour passer à la place de l'autre. Mais finalement, aucun n'est passé. Et contrairement au Niger, le Gabon a bel et bien répondu au rendez-vous et pris la parole. Les deux derniers pays sur le continent ayant vécu un coup d'État militaire. Tout à fait. Le cas du Gabon... Je ne sais pas comment il faut le qualifier, c'est comme si de façon générale, on a pris acte plus facilement pour le coup d'État du Gabon que pour les autres coups d'État. Quand je dis on a pris acte de façon générale, regardez l'attitude de la CEMAC, regardez l'attitude de l'Union africaine. Je ne peux pas parler de CEDEAO parce que ce n'est pas quand même la zone géographique de la CEDEAO. La CEDEAO ne va pas prendre la place de l'organisation régionale, mais regardez même les réactions internationales. Vous avez même du rétro-pédalage. Le Tchad, par exemple, avait au départ condamné de façon très forte. Mais après, le Tchad a reculé et on a envoyé même un officiel aller rencontrer le président actuel. En fait,
ça pose ce problème qui est un problème réel de souveraineté de nos pays. C'est-à-dire, quand la personne fait un coup d'État, on a l'impression qu'il y a une continuité, puisque c'est cette impression qu'on a sur le Gabon. Vous voyez comment sont les réactions. Quand quelqu'un fait un coup d'État, on a l'impression qu'il y a une rupture. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui sont menacés, il y a des intérêts qui sont en jeu. Vous avez vu la réaction que les gens ont eue. Mais c'est ça également la réalité de la politique. Le discours que les gens tiennent, c'est une chose. Les principes que les gens énoncent, c'est une autre chose. Mais ce qui intéresse véritablement les gens, c'est encore une autre chose. Mais quelqu'un qui ne l'a pas compris ne pourra pas comprendre pourquoi on a un coup d'État au Gabon, on a un coup d'État au Niger sur une période d'ailleurs relativement courte, et les attitudes sont différentes, sans compter qu'il y a eu la même attitude par rapport au petit coup d'État du Tchad, puisqu'on n'est pas allé prendre le pouvoir parce que le président n'était pas là, mais ce qui s'est passé n'avait pas du tout respecté les règles constitutionnelles, alors qu'après chaque coup d'État, on réclame un retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui s'est passé au Tchad n'a absolument rien à voir avec l'ordre constitutionnel, mais là-bas également, on a vu, non seulement on a accepté, chose rare même, on est venu à l'investiture du chef de l'État, montrant clairement que nous sommes de ton côté. Et ici, c'est cette question qui se pose, est-ce que la communauté internationale juge différemment ces deux pays qui tout de même vivent en même contexte politique? C'est qui la communauté internationale? C'est tout le problème. C'est d'abord ça le problème. Puisque nous en faisons partie, comme disait Sankara. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on nous mette dehors. Mais, et quand vous regardez les positions africaines par rapport à ces coups d'État, les positions ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez la position des États-Unis, la position de la France, les positions ne sont pas exactement les mêmes. Surtout sur le cas du Niger. Mais on l'a vu sur plusieurs fois, parce que parfois on nous dit communauté internationale, comme si les gens se sont rassemblés, ils ont discuté, on s'est entendu, voilà l'avis de la communauté internationale. Ce n'est pas l'avis de la communauté internationale. Les avis divergent sur ces questions-là. C'est vrai que certains en ont fait leur monopole, de sorte que quand eux, ils prennent la parole, on considère que la communauté internationale a parlé. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais parlant toujours de cette communauté internationale, le Niger, en tout cas le communiqué lu par le représentant du CNSP au lendemain de l'Assemblée générale qui dit nous prenons à témoin la communauté internationale et nationale quant aux agissements du secrétaire général des Nations Unies. Finalement, on s'adresse à qui? En fait, quand on dit sous cet angle, quand on parle de communauté internationale, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde. Maintenant, c'est que cette communauté, on en parle. Quand on veut la faire agir en disant que la communauté internationale a décidé, c'est là où ça pose problème. Mais quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à la communauté internationale, puisque on ne demande pas à quelqu'un de ne pas être concerné. Même celui qui ne veut pas écouter risque d'entendre. Donc, quand on le prend sous cet angle, ça ne pose pas de problème. La communauté nationale également, c'est clair, c'est quelque chose qui est adressé à tous les Nigériens pour que les gens sachent que le Niger considère être dans une posture où les Nations Unies ont empêché à un État de pouvoir s'exprimer lors de l'Assemblée générale, alors que, comme tout le monde le sait, à chaque Assemblée générale, les gens viennent s'exprimer, puisque aujourd'hui, la tribune est devenue un espace également de propagande que personne ne veut manquer et que le Niger a malheureusement manqué. Le Niger, justement, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé l'alliance des pays du Sahel pour lutter ensemble contre les groupes terroristes, mais au-delà... C'est une alliance sur laquelle peut se reposer les autorités de Niamey, alors que le CNSP n'est pas reconnu par l'ONU, par exemple. Mais bien sûr, c'est toujours comme ça. Après un coup d'État, après un événement donné, vous avez quelques pays qui acceptent, vous avez d'autres qui n'acceptent pas, vous avez d'autres qui accepteront plus tard, etc. C'est la même chose avec l'Ukraine. Quand les Nations Unies ont voulu que tout le monde condamne, est-ce que tout le monde a condamné? C'était quoi la position de la communauté internationale, entre guillemets? C'est la même chose ici. Vous avez des gens qui ont condamné fortement le coup d'État. Vous avez d'autres qui ont condamné sur la base du principe. Vous avez certains qui commencent à faire du réalisme politique, qui prennent acte en considérant que, bon, il faut considérer que Bazoum, quel que soit Alpha, ne peut plus diriger le Niger. C'est ceux-là qui sont là. Ce n'est pas la peine de continuer à proclamer des principes. Il faut être en contact avec ceux qui sont là. Et on le voit à travers un certain nombre d'États dont des représentants sur place ou des émissaires sont venus rencontrer les autorités actuelles du Niger, dont les États-Unis ou
une dame a quitté Washington pour venir rencontrer le pouvoir militaire au départ en essayant de les pousser à céder. Ils ne l'ont pas fait. Mais Washington est en train de prendre acte progressivement d'un coup d'État pour dire que c'est Tiani qui dirige le Niger, ce n'est pas Bazoum qui dirige le Niger, tout en continuant à demander sa libération, la garantie de sa vie, sa santé, etc. Et cette situation, Mamadou Diouf, estimez-vous que cela soulève davantage la question de légitimité du pouvoir actuel au Niger? Ben, on ne peut pas parler de légitimité. Un coup d'État, on ne peut pas regarder un coup d'État et puis parler de légalité ou de légitimité, puisque un coup d'État sort carrément de ce qu'on appelle un cadre normal. C'est ça. Il ne faudrait pas lui chercher une légitimité, une légalité, parce que, à mon avis, c'est extrêmement dangereux, puisque finalement, n'importe qui prend le pouvoir ou qui a une certaine réponse par rapport à la population qui soutient la personne, elle va se réclamer d'une certaine légitimité. Un État ne fonctionne pas de la sorte. La légitimité, il y a un circuit par lequel on passe pour l'avoir. C'est des élections, par exemple, et c'est des élections où on a respecté le suffrage des électeurs. Parce que dans une élection où on n'a pas respecté le suffrage des électeurs, même si tu as gagné à 99%, ben, on peut aller au Conseil constitutionnel, on dit que vous êtes élu, vous avez la légalité, mais vous n'avez pas la légitimité. Parce que la légitimité, c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est des populations qui s'expriment de façon extrêmement claire. Je dis des populations, je ne parle pas d'une manifestation. Parce que sinon, si à chaque manifestation, on dit c'est la légitimité, mais on risque de nous retrouver finalement dans une situation qui va être terrible. Mais s'exprimer à la tribune des Nations Unies aurait aussi quelque part accordé cette position au pouvoir actuel? Mais bien sûr. C'est pourquoi si vous regardez... C'est tout le regret des autorités nigériennes aujourd'hui? Oui, mais c'est pourquoi ils n'ont pas dénoncé le secrétaire général des Nations Unies seulement. Ils ont dénoncé la France, ils ont dénoncé même 2 pays africains qu'ils n'ont pas cités. Parce que comme j'ai dit, il y a eu du lobbying puisque vous avez des gens qui essayent d'étouffer, si on peut l'appeler ainsi, ce régime, et qui n'ont pas voulu que ce régime puisse profiter de la tribune des Nations Unies pour avoir une sorte d'aura au niveau international, mais qui ont certainement fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ce pouvoir nigérien ne puisse pas s'exprimer à la tribune des Nations Unies. C'est vrai qu'on parle plus de Guterres, ils ne se sont pas adressés à Guterres seulement, ils ont cité la France, ils ont parlé également de 2 pays de l'Afrique de l'Ouest qu'ils n'ont pas cités. Bon, Diouf, un mot sur les différents discours des dirigeants africains à la tribune des Nations Unies le 21 septembre dernier. Ben, comme on le voit aujourd'hui, le souverainisme est à la mode. Donc, à chaque fois, le Premier ministre actuel du Burkina, avant qu'il n'occupe ce poste, quand il était dans les médias tout le temps, il disait tout le temps qu'il y a des opportunistes qui viennent profiter des opportunités, et c'est comme ça qu'il définissait les politiques. C'est ce qui est en train de se passer, tout simplement. Il y a une tribune qui est là, où vous avez actuellement un élan de souverainisme en Afrique, pas seulement au niveau des coups d'État, parce que quand on le dit, ce n'est pas sérieux. Vous avez un élan de souverainisme au Sénégal, il n'y a pas de coup d'État au Sénégal. Vous avez un élan de souverainisme dans d'autres pays où il n'y a pas de coup d'État. Mais les gens sont en train de surfer sur cela. Parce qu'au niveau de la jeunesse africaine actuelle, les gens réclament une Afrique qui soit une Afrique souveraine, indépendante politiquement, économiquement, etc. Ben, au niveau de la tribune des Nations Unies, les gens travaillent sur ce discours pour avoir ce soutien populaire, ce soutien de la jeunesse africaine. Mais qu'ils fassent attention. Parce que cette même jeunesse, je l'espère, va être suffisamment exigeante pour que ceux-là qui parlent de souveraineté fassent preuve de transparence pour qu'on voit qu'ils sont véritablement souverains, qu'ils fassent preuve de transparence sur le plan économique et que les principes qu'ils énoncent, qu'on les voit pratiquer ces principes-là. Je le dis tout le temps, n'est pas Sankara qui veut. Sankara énonçait des principes, il pratiquait ces principes, qu'on ne l'oublie pas. Sankara a quitté ce monde, ce qu'il a laissé au Burkina et encore au Burkina, on va le visiter comme un musée, tellement il n'a pas puisé des ressources du pays, ni d'une façon, ni d'une autre. Que ceux qui sont là, ils pensent, parce que demain, le bilan sera fait et on pourra savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le bilan sera fait avec les jeunesses qui sont l'avenir des pays. Mais bien sûr, je ne crois pas que l'élan que cette jeunesse a pris aujourd'hui, la jeunesse va abandonner cet élan. Au contraire, ils sont en train de se mettre dans une posture extrêmement difficile en mettant la barre très haute. Mais quand on apprend à quelqu'un à fixer des objectifs, on lui dit qu'il faut fixer des objectifs qui sont atteignables. Et quand on dit atteignable, c'est aussi bien par rapport au temps, c'est aussi bien par rapport aux moyens, etc.
la volonté semble être là. Je crois que Oui. le problème de la volonté ne semble pas se poser. Mais il ne faut pas penser que j'ai la volonté de faire une chose, je peux le faire. Il faut regarder dans le temps qui est imparti, dans les moyens qui sont disponibles, les personnes avec qui on le fait, est-ce qu'on peut atteindre un tel objectif? Parce que sinon, les jeunes pourraient se relever demain également pour manifester et dire aux gens, vous nous avez trahi, les objectifs que vous avez fixés, vous ne l'avez pas atteint. On va dire quoi? Ils ont perdu encore cette légitimité, entre guillemets, que ces mêmes manifestations leur avaient donné et que ces mêmes manifestations vont leur ôter. Je crois que c'est à eux de faire attention pour que les transitions, puisqu'ils s'appellent tous présidents de transition, qu'ils fassent de la transition et qu'ils ne promettent pas aux gens ce qu'ils ne peuvent pas leur donner. Justement, parlant de gouvernement de transition au Mali, ce lundi, on a pris le report des élections de février 2024 qui devraient mettre fin à la transition au Mali. Tout le monde avait vu le report venir. Tout le monde avait vu. Ils ont fait 18 mois, ils n'ont pas organisé les élections. Ils sont en train de finir 18 mois, ils n'ont pas organisé les élections. Pourtant, ils ont signé une feuille de route où parmi les objectifs à atteindre et dans une période déterminée, il y a l'organisation de l'élection présidentielle qui met fin à la transition. Mais quand on veut prolonger la transition, on n'organise pas l'élection présidentielle parce qu'elle met fin officiellement à la transition. Tout ce qui est dit aujourd'hui, si on avait à temps, en respectant la feuille de route, fait ce qu'il fallait faire, des élections pouvaient bel et bien être organisées. Et pour ceux qui lisent la presse malienne, depuis longtemps, les gens avaient réglé le problème. On a trouvé actuellement un alibi pour le dire, mais les gens avaient montré clairement depuis longtemps dans la presse malienne que la transition va être prolongée et les gens étaient en train de faire ce travail. Vous avez même certains partis politiques qui sont intéressés. Il y a un qui a fait un éditorial en disant voilà des gens qui sont même prêts à rentrer dans un gouvernement d'union nationale puisqu'ils se disent que les choses vont se prolonger. Sous quelle forme? Peut-être on va intégrer cette fois-ci les politiques pour avoir plus de légitimité entre guillemets, mais la prolongation, elle vient d'arriver, attendons les réactions, elle risque de poser un nouveau problème parce que ça sort carrément du cadre de ce que le Mali avait signé avec la CEDEAO. Merci, Morvan de Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause. La suite des programmes, c'est tout de suite sur Néo Info.